trouve ça assez rigolo de commencer parce que c'est une soirée de présentation des nouveautés de nos maisons d'édition. Vous allez commencer par une maison d'édition qui a fait le choix de pratiquement plus publier de nouveautés. Donc voilà, un petit peu espiègle. Voilà. Je vais essayer de respecter le temps dont nous disposons, donc je vais vous dire assez vite. Premièrement, que l'escampette lente et durable est née à Bordeaux à la fin des années 1990, 90, 91 et qu'elle fêtera donc son 35e anniversaire à partir de cet automne. Et comme nous sommes assez lents, on poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. On va bien se donner du temps à l'escampette. Je crois qu'il y a beaucoup de bibliothécaires dans l'Assemblée, mais il y a aussi peut-être des libraires. En tout cas, je souhaite vous dire que sachez que je suis disponible avec la maison d'édition pour imaginer avec vous des actions. Dans le cadre du 35e anniversaire, je suis en train de composer justement la programmation sur plan 2026. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez des contacts dans les poches avec lesquels vous allez repartir. Vous dire aussi que dans une démarche liée à ce qu'on appelle de plus en plus l'écologie du livre, l'escampette donc ne publie presque plus de nouveautés et consacre l'essentiel de ses moyens, de son énergie, à la promotion de son catalogue. Un catalogue qui a été constitué donc depuis 1991 patiemment et il y a eu plus de 300 titres publiés, il y en a encore à peu près 280 vivants disponibles, des titres de littérature française et étrangère, de la poésie, des romans, des essais, quelques essais, pas beaucoup, mais des nouvelles aussi. Donc littérature française et étrangère, avec des auteurs qui vont du XVIe siècle au XXIe siècle. Et donc, je suis actuellement en train de partir sur les routes de France pour rencontrer des libraires jusqu'en octobre-novembre 2026. Je vais sillonner notre joli pays, aller un petit peu aussi en Belgique et en Suisse, pour présenter ce catalogue, son fond, et faire la promotion de ce que j'ai décidé d'appeler les slow books de l'escampette. Alors, Kiesaco, un slow book, eh bien, pour aller très vite, c'est la promotion des vieux livres neufs de l'escampette qui ont parfois été imprimés il y a pas mal d'années et dont je pense qu'on peut encore, pour lesquels je souhaite trouver encore des lecteurs et des lectrices, partant du principe qu'un livre, quelle que soit sa date d'impression et de publication, pour quelqu'un qui n'a pas lu, c'est toujours une nouveauté. Voilà, alors tout ça est décrit également dans ce document que vous trouverez dans les poches. L'histoire de la maison en quelques dates, les partis pris de la maison d'édition aujourd'hui, et en particulier cette particularité de ne pratiquement plus publier de nouveautés. Alors, comme cependant, à toute règle, pour que ce soit une règle, il faut quelques exceptions, sinon ce ne serait pas une règle, il y a tout de même 2 exceptions en cette rentrée, c'est pour ça que je suis là ce soir, 2 exceptions, 2 nouveautés qui seront 2 nouveautés pour 3 rentrées littéraires. Là aussi, c'est un peu espiègle. Cette rentrée de septembre 2025, et ce seront encore les nouveautés pour la rentrée d'hiver de janvier 2026, et j'en parlerai encore l'année prochaine, en septembre 2026, puisque je continuerai mes déambulations en direction des libraires, mais aussi des bibliothèques, enfin tous ceux qui peuvent transmettre. Alors ces 2 nouveautés, en quelques mots, 2 immenses coups de cœur, forcément. Pour moi, 2 bijoux de littérature, sinon je n'aurais pas décidé de les publier. Une première petite merveille. Je salue l'auteur qui est dans la salle, et qui sera présent, qui est arrivé tout à l'heure, qui a traversé la France pour être avec nous. Vincent Jacques, Atlantide. Et comme j'aime tellement ce livre, il a même 2 couvertures. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais voilà, chacun pourra choisir la version qu'il préfère. Alors, Boîte à merveilles, Vincent Jacques, c'est un grand voyageur, tout autant autour de la Terre que dans les livres. Il nous parle de la beauté qui passe, de celle qui demeure, dans une écriture qui est, j'ose dire, très souvent traversée par la grâce. Il a le sens de trouver les mots pour dire des choses très fragiles.
Ces Atlantides sont aussi des hymnes à la beauté, à la fragilité de nos vies, à tout ce qui pourra nous sauver face aux catastrophes qui sont en train de s'accumuler, qui sont déjà accumulées. Je signale qu'il a des liens avec cette région, même s'il vit maintenant à l'autre bout de la France, qu'il a, entre autres, aussi, ça explique aussi sa relation au voyage et aux beautés du monde. Il a piloté le réseau mondial des alliances françaises pendant pas mal d'années, il s'est occupé d'archéologie un peu partout sur la planète aussi pendant quelques années, et donc il avait déjà été publié, j'arrête dans cette présentation rapide, mais je vous invite à découvrir ces textes. Il y a une autre petite merveille qui avait été publiée en 2016, L'écume des voyages, à l'Escampette déjà, avec des textes qui avaient été précédemment publiés par Christian Bourgois, entre autres. Donc première nouveauté, première exception à la règle, les Atlantides de Vincent Jacques. Deuxième exception à la règle, le retour des Giraud. Là aussi, je suis très très heureuse de partir à la rencontre des libraires et des professionnels du livre, donc voyage au long cours, avec, en plus de mes slowbooks, de mes vieux livres neufs, ces deux merveilles dans ma besace, parce que ça c'est aussi un grand livre, je pense. Philippe Brunet, Aga. Mais Philippe Brunet, vous le connaissez peut-être pour ses traductions de grands classiques de la littérature grecque. Il a en particulier traduit Homère, l'Iliade et l'Odyssée aux éditions du Seuil. Ça vient d'être pris en poche, on trouve dans toutes les librairies de France actuellement en poche. Deux traductions d'Homère qui vont faire date, puisqu'elles ont été pour la première fois, enfin Homère a été traduit dans la métrique, l'hexamètre, donc ça avait été fait en russe, ça avait été fait en allemand, Philippe Brunet l'a fait en français. Mais c'est un être très singulier, très riche, Philippe Brunet. Il est aussi le descendant d'un des derniers samouraïs du Japon, d'un clan qui était situé à Fukushima. Son arrière-arrière-grand-père était samouraï, et son arrière-grand-père, donc son fils, les samouraïs avaient déjà disparu, ils avaient fait allégeance à l'empereur, mais son arrière-grand-père, jeune médecin, vient par faire sa formation en Europe, à Paris, à Berlin, et en 1898, alors qu'il doit rentrer au Japon, plutôt que de rentrer par voie de mer, comme il l'avait fait à l'aller, il décide de rentrer à pied et à cheval, en partant de Berlin, pour rejoindre Fukushima. Alors bien sûr, il prend le bateau à un moment donné, quand même, parce que sinon, ça aurait été difficile, mais c'est un texte extraordinaire. Moi, quand j'ai reçu le manuscrit, je l'ai lu d'une traite, dans une métrique antique. Alors, c'est pas celle d'Homère, mais c'est celle d'Archiloque. Je dois dire, je confessais qu'Archiloque, je n'en avais pas entendu parler avant qu'on m'en parle, parce qu'il y avait des fragments, hein, pas grand-chose qui est resté d'Archiloque. Il ne faut pas avoir peur de ces métriques, parce que ça donne un rythme incroyable au texte. C'est-à-dire qu'on termine un vers, il y en a 2540, je crois, vers. On arrive au bout d'un vers, hop, on est appelé par le deuxième, hop. Et c'est un récit narratif, donc ça raconte une histoire, ça raconte cette histoire, ce voyage de Berlin à Fukushima, inspiré donc d'une histoire vraie, mais qui devient une matière quand même très personnelle, parce que cet Eijiro, qui était le nom de son ancêtre, c'est aussi sans doute un peu Philippe Brunet, puis peu importe de toute façon, et il en fait autre chose, bien évidemment. Et alors pour aller vite, je dis que ça se situe entre l'Odyssée d'Homère, parce que c'est quand même quelqu'un qui rentre chez lui, puis bon, c'est un clin d'œil aussi au traducteur Philippe Brunet. Et puis la prose du transsibérien, on y pense forcément, même si ça se situe un peu avant Sandrard, le train n'était pas encore construit. Voilà, je trouve que c'est un recueil tout à fait à découvrir. Je crois vous avoir pratiquement tout dit, sinon que... Je vais retrouver mes notes, excusez-moi. Hop, et si ça veut bien venir. J'ai pas eu le temps d'imprimer, mais le papier c'est plus facile. Deux petites choses, vous savez, presque toutes ces deux nouveautés sont en librairie à partir du 8 septembre, donc la semaine prochaine. 19 €, vous pouvez commander à n'importe quel libraire puisque nous sommes distribués par les Belles Lettres. Voilà. Et puis vous pouvez toujours me contacter, encore une fois, si vous voulez imaginer des actions autour de l'Escampette. Merci à vous tous.
tous et toutes. Bonsoir à tous. Merci à tous les passeurs de livres que vous êtes. Nous sommes la Nage de l'Ours, donc Philippe Petit-Prévost et Véronique Duval, maison d'édition créée en 2017 à Surgères. Lente et durable aussi, on l'espère, et avec donc une parution très raisonnée même si bon, raisonné, c'est un peu décalé, de 3 à 5 livres par an, dans 3 collections, témoignages, poésie et jeunesse, avec un choix très attentif d'auteurs qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent, enfin qui sont vraiment en cohérence avec leurs écrits. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Le goût d'un fleuve, la Charente, de Blandine Djergazi, qui est là ce soir, qui pourra répondre à vos questions. Blandine et son fils Gana. Donc, Le goût d'un fleuve, la Charente, c'est un livre, c'est aussi une carte. Et Blandine est partie des sources de la Charente à Chéronac, à pied avec son fils Gana. Elle a parcouru tout le fleuve jusqu'à l'embouchure. Et en chemin, elle a observé les paysages, elle a collecté des recettes et elle raconte cette aventure de nourriture. Blandine est chercheuse, marcheuse et elle s'intéresse aussi de près au lien entre les paysages et ce qui nous nourrit. Et ça, c'est vraiment une démarche, c'est un livre complètement original. On a vraiment été séduits par sa démarche, parce que pour nous, c'est très important de faire le lien entre les paysages et les nourritures. Et puis, on ne publie pas de livres de recettes, non. Ce n'est pas notre spécialité. Mais il y a beaucoup de recettes dans ce livre, il n'y a pas que des recettes. Même si on a publié déjà un livre d'un boulanger sur le pain, qui n'est pas un livre de recettes, mais quand même. Voilà, on est très attentif à cette question des nourritures. Surtout dans nous habitons en milieu rural. Il y a plein de questions autour de la durabilité de notre modèle alimentaire et ça nous semble important de raconter en fait cette mémoire aussi des nourritures, comment naissent les recettes, pourquoi tel plat se fait là, pourquoi il a tel goût. Et puis aussi ce côté fragile de ce patrimoine immatériel et qui repose aussi sur la transmission. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc Blandine, ce livre se déploie, et ça on aime bien que le livre se déploie parce qu'on les fait vivre dans le temps, on accompagne nos auteurs dans le temps. Ce livre se déploie à travers une série de rencontres qui ont commencé déjà en 2024. Et il se déploie notamment avec un projet d'exposition qui aura lieu à la médiathèque de Rochefort et que l'on va proposer aussi le long de la Charente et dans tout le bassin versant de la Charente à des médiathèques, à des lieux, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à aller en parler avec Blandine. On est en train de concevoir une exposition. Et puis, c'est pas tout, il y a une suite à ce livre, puisque en 2026 paraîtra un livre sur le goût des îles des Perdus. Voilà. Pour ce premier ouvrage. Ensuite, je vais vous parler de poésie. Alors, nos 2 dernières parutions, alors déjà si vous regardez nos livres poésie, voilà, ils ont tous une présentation, couverture cartonnée, rabat, en bosse, petit dessin, voilà. Et c'est une présentation qu'on aime bien. Et les 2 derniers, donc c'est celui-ci, donc L'impatience à être sauvage, de Christophe Hainaut, avec les dessins de Aurélia Lepube. Alors Christophe Hainaut, c'est un auteur qui est venu nous trouver, qui a publié une vingtaine d'ouvrages, qui a publié plus de 200 articles dans de multiples revues de poésie, qui habite à Chartres. Et il est un peu tombé amoureux de la maison d'édition, donc ça nous a fait plaisir.
Et il nous a apporté ce texte, il a proposé ce texte qui est un texte autobiographique, l'impatience à être sauvage, sur la place du sauvage dans notre enfance, dans notre adolescence, la relation avec le monde sauvage et aussi la sauvagerie en soi. Ce sont des très courts textes qui se terminent par une phrase qui peut changer complètement le point de vue, renverser la perspective. Et c'est très lisible, plein d'auto-ironie, d'humour, et assez saisissant. Voilà. Et donc, Christophe Hénault sera présent dans la région au Festival des Écritures à Surgères pour une rencontre le samedi 11 octobre. Et on a sans doute, avec les dessins d'Aurélia Bécuve, donc Aurélia Bécuve est aussi une autrice, mais elle est aussi paléontologue, enfin elle a plein de casquettes. Elle avait écrit Babelux, une ancienne de l'Éducation nationale. Et on a d'autres projets aussi avec ce duo. Voilà. Pour l'instant, c'est en cours de préparation. Publié en même temps que L'impatience à être sauvage, Pluie sur le Mélois de Élisa Vienne. Le Mélois, donc le pays mélois, ça vous dit quelque chose, c'est à Mel. Élisa Vienne est une jeune photographe, également DJ, également charpentière. Et ce texte, c'est un retour de Sainte-Soline. Elle était à Sainte-Soline en mars 2023, au moment de la manifestation qui a été émaillée d'énormément de violences. Elle est revenue à Mel 2 mois après et elle a trouvé dans la pratique de son art, la photographie, et dans l'écriture, un moyen d'exorciser cette violence. Et nous, qui sommes très sensibles à la question de l'eau, ça nous semblait important de publier cette parole d'une jeune femme qui s'investit dans un combat écologique, à l'heure où la question de l'eau est toujours aussi essentielle. Et enfin, Apnée, de Natacha Sileg. Natacha Sileg vit à Rochefort. Elle était jeune professeure d'art plastique quand elle s'est sentie pas très bien. Et puis elle est partie pour une nuit à l'hôpital. Et puis elle est sortie. Et elle est revenue pour une semaine, pour un mois. Et Apnée, ça a duré 15 ans, en fait, ce parcours en psychiatrie. C'est l'histoire d'une traversée de la psychiatrie, de la maladie mentale et de l'univers psychiatrique. Écrit avec une plume, ça se lit, on n'arrive pas, enfin, on tourne les pages, voilà, on est happé par apnée. Et c'est important parce que la maladie mentale, ça fait peur. Et là, elle écrit ce livre pour la cause des malades, pour montrer aussi qu'il y a une errance diagnostique, c'est long, mais on peut s'en sortir. Et ce qui est important avec apnée, c'est que là, il y a une création théâtrale qui se prépare. Et c'est un seul en scène, avec une metteuse en scène de Rochefort, qui s'appelle Guylaine Lemire. On a vu la sortie de résidence à Rochefort, c'est remarquable. Et la première aura lieu le 10 octobre à Surgères au Festival d'écriture. Donc voilà, ce sont des livres qui se déploient, c'est ça qui nous intéresse aussi. Et si vous voulez bien sûr accueillir une forme théâtrale, accueillir une expo, voilà, venez nous trouver et vous trouverez dans le sac le catalogue et aussi un petit cadeau d'un autre livre jeunesse cette fois-ci. Voilà. Merci. Le vent souffle, sa violente liberté m'appelle. Le vent parle et je l'écoute parler. J'écoute sa voix apportée par la marée. Au-dessus de moi s'étend un ciel noir immense et j'avance sur les flots portés par l'eau. Comme le chant hawaïen du Cumulonimbus l'affirme, tout commence la nuit. Donc, Edola Édition, nous sommes basés sur Angoulême. Alors, comme mes prédécesseurs, on publie 3-4 livres par an, pas plus, pour les mêmes raisons. Je reviendrai là-dessus. J'aime dire qu'Edola Édition est une maison d'édition. Je suis pas sûre. Une maison d'édition pour. C'est bon ? Pour lecteurs curieux. Et donc, avec ces ouvrages, on voit déjà la première curiosité, puisqu'il n'y a pas de titre sur les couvertures, qui sont donc en 4e de couverture.
Cette collection, donc la collection à aide, est une collection de contes, donc des récits initiatiques, poétiques, qui sont écrits, imprimés en français sur page blanche et en anglais sur page sombre. Ce sont des contes musicaux, donc on a des QR codes pour accéder aux musiques. Il y a 3 musiques par livre. Dans Hawaï au bout de sel, on a aussi toute la lecture comptée avec tout le voyage sonore qui est magnifique. Et ce sont des livres illustrés, donc on a des illustrations. Celui-ci, c'est le dernier paru, donc Prélude of a Queen, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Hugo, enfin le bébé, qui naît un jour de printemps, un jour d'arc-en-ciel, et c'est un enfant différent, sur sa peau pousse du duvet, et pour pas qu'on se moque de lui, sa mère va lui arracher, et en grandissant, ce duvet va devenir plume, et plus elle va l'arracher, plus il va se couvrir de plumes, plus il va subir de la douleur, voilà. Et c'est une histoire sur la différence, sur l'acceptation de soi. Et donc cet enfant, donc la mère et l'enfant vont finir par accepter de laisser pousser ses plumes. Et il va devenir un bel homme oiseau. Mais on comprend en sous-titres, et notamment aussi grâce aux illustrations, que Hugo devient, en grandissant, une drag queen. Donc voilà, c'est un très joli conte. On a des lectures musicales pour toute la collection, pour chacun des livres, avec 1100 lectures live, ça dépend. Voilà, on a des projections d'images. Pour Prélude of a Queen, c'est une drag queen qui fait la lecture, avec les lip-syncs pour les chansons, avec Olivier au niveau du costume pendant la lecture, donc c'est magnifique. Donc ce sont des ouvrages qui sont plutôt destinés aux ados et aux adultes. Alors ça peut être tout à fait plus à des enfants, mais il y a quand même une exigence littéraire. Vous avez vu les premières phrases, c'est plus compliqué pour les enfants. Maintenant, quand ils participent aux lectures musicales, ils sont totalement happés par l'univers, donc il n'y a aucun problème. Je sais que c'est difficile à mettre en rayon, on ne sait pas où les mettre, parce que ce sont des contes illustrés, musicaux, pour adultes. Voilà, mais il faut essayer de sortir du carcan, de proposer autre chose. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, ce sont des livres multimédia qui convoquent les arts pour amener le lecteur vraiment dans une immersion totale. Et voilà, c'est voir ça comme une expérience. Voilà, je ne sais pas où j'en suis. C'est parfait. Ben, voilà. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bruno Comtet, édition fondateur des sessions du Muscadier, que j'ai créé il y a 15 ans. Nous, on fait des ouvrages pour les ados et les jeunes adultes. Donc on les prend fin de primaire, début de collège, et puis on les amène jusqu'au bac. Et on publie des romans, essentiellement des textes engagés sur des questions de société. Donc là, je vais vous présenter principalement les 2 premiers livres. Parce que c'est 2 nouveautés de cette rentrée qui sont très importantes pour notre maison. Le premier, c'est Debout et de cendre. C'est un roman qui a été écrit par Amélie Antoine. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous la connaissent. C'est une autrice qui a été publiée précédemment aux éditions XO ou Michel Lafon. Elle écrivait beaucoup de romans noirs pour adultes et maintenant elle fait pas mal de jeunesse. Elle a eu des gros succès chez Cyrus et Nathan l'année dernière sur des livres de harcèlement. Et on sort avec elle Debout et de cendre, qui est un roman. Alors c'est une histoire assez atroce. Hein. Bon, Muscadier, on a l'habitude de faire des choses assez atroces, puisqu'on on s'interdit rien comme sujet, donc on censure uniquement si les textes ne sont pas adaptés au public qu'on vise. Mais voilà, donc ce texte-là a été fait en collaboration avec le Prix des Incos, qui est un gros prix national qui s'adresse aux écoles et aux collèges et aux lycées.
Et l'autrice donc, a travaillé son texte avec des classes de 5e, 4e. Donc là, le texte est vraiment validé. C'est l'histoire d'Omera Sanchez, qui est, je ne sais pas si certains étaient nés en 1985. On va lui rendre hommage cette année en novembre. Ça fait 40 ans que cette catastrophe a eu lieu en Colombie, l'éruption d'un volcan, qui était prévue, attendue, mais le gouvernement colombien n'a rien fait et du coup le volcan a rasé complètement le village. Il y a eu je ne sais plus combien de milliers de morts. Et cette petite fille de 13 ans a été bloquée pendant 3 jours dans les décombres de sa maison avec donc les cendres et la boue autour. Plusieurs sauveteurs ont essayé de la sortir mais ils n'ont pas pu parce qu'elle était bloquée au niveau des hanches et donc il aurait fallu l'amputer sur place, c'était impossible. Voilà, donc c'est un peu dur comme histoire, mais c'est une histoire c'est un roman sur la résilience et sur le courage et la force qu'a trouvé cette jeune ado. Bon, malheureusement, on connaît tous la fin, elle a fait le tour du monde des télévisions à l'époque. Voilà, et donc Amélie, comme elle écrit vraiment avec beaucoup d'émotion, son écriture arrive à transmettre toutes les émotions par lesquelles est passée la jeune fille. Elle fait intervenir les sauveteurs, elle fait intervenir le maire de la ville, etc., etc. Voilà, donc c'est un roman qui s'adresse au collège et au lycée. Et puis alors la grosse nouveauté de cette année, c'est celui-ci. Alors on voit rien parce que c'est dommage parce que vous voyez, il y a quand même un reflet sur le titre. On a fait une magnifique dorure holographique. Ça s'appelle Véritable romance et ce roman-là, comment dire, s'adresse alors plus à partir de 13, 14, 15 ans et puis après aux jeunes adultes. C'est un roman qui va mettre en scène 3 jeunes filles qui sont toutes fans de dark romance. Je ne sais pas si certaines ont entendu parler de ce phénomène qui touche la jeunesse, voire la grande jeunesse. À partir de 13-14 ans, les jeunes filles lisent de la dark romance. La dark romance sont des livres, c'est de la romance avec de la violence et des relations toxiques. C'est un vrai sujet de société aujourd'hui. En fait, beaucoup de médias en parlent. Et en fait, nous, on a sorti ce livre, c'est pas du tout pour apporter un jugement ou pour moraliser. C'est juste qu'on s'est dit, il y a une vraie rupture de dialogue entre les jeunes filles qui lisent ça et les adultes qui les entourent, que ce soit leurs parents, les profs, les libraires, les bibliothécaires, etc. Ce phénomène est assez important pour que ça inquiète les adultes et à côté de ça, il y a des chercheurs, des chercheuses qui disent non, les jeunes filles, elles sont responsables, elles savent faire la différence entre réalité et fiction. Donc ça, c'est une vraie question et nous, on a mis donc, dans ce roman, l'auteur a mis 3 jeunes filles, une qui lit des dark romances et qui est complètement à fond, elle a 14 ans. Et pour elle, je vous spoil un peu, mais ça va très mal se terminer parce qu'elle n'arrive pas justement à faire la différence entre les deux. Une pour qui c'est entre deux, mais elle va rencontrer un bad boy dans son lycée et du coup, elle va en tomber amoureuse. Bon, mais il va y avoir des choses entre lesquelles elle va s'opposer à certaines choses. Et la troisième, par contre, prend tout à fait la distance. Ça va bien pour elle, ça va bien pour elle dans sa vie, ses parents sont ouverts, elle peut discuter avec eux, etc. Donc c'est pour faire ces 3 approches-là, et pour ouvrir le débat, ouvrir l'échange entre les adultes et les ados qui adorent les dark romances. Voilà, bon, j'ai pas trop le temps de vous aborder le 3e, mais c'est un super ouvrage quand même. À la limite, je pourrais vous en parler tout à l'heure si vous êtes intéressés, quand on sera dans le podcast. Voilà. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais vous faire aussi une petite introduction rapide sur la maison d'édition que sans doute pas mal d'entre vous ne connaissent pas parce que jusqu'à il y a 3 ans, on était dans le Grand Est. Donc, on est tout récemment arrivé dans la région. Donc, on a en fait 6 collections. Donc, par exemple, Moi Thibault, 11 ans, 5 mois, c'est un ouvrage qui appartient à la collection Humaniste en vers. Ce qui veut dire que c'est des thèmes de société qui sont abordés. Par exemple, là, on a un enfant, un autiste, qui en fait remplit son journal de bord, donc tous les jours, et il donne son point de vue, la façon de comment il vit les situations. Donc ce qui permet aussi de comprendre son point de vue. Bon, il y a des tas d'aventures, donc voilà aussi comme ça se présente, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a toujours des présentations assez originales pour ce qui concerne cette collection. La deuxième collection, c'est les 12 travaux
de Jean-Phil Defer. Alors ça, c'est traité un peu plus humoristique. Cette collection s'appelle Du coq à l'âme. Et du coq à l'âme, ça veut dire que c'est un clin d'œil par rapport au monde de l'enfance ou un monde en voie de disparition. Alors, en l'occurrence, bien sûr, les 12 travaux de Jean-Phil Defer, c'est comme les 12 travaux d'Hercule, sauf que ça se passe dans le monde de maintenant. Et en fait, Jean-Phil Defer, il va faire une bêtise, une très gentille petite bêtise, mais les copains, du coup, lui demandent de réaliser 12 travaux. Donc c'est une transposition des travaux d'Hercule, mais dans le monde, et bien sûr, limité, c'est pas comme Hercule, quand même. Il va pas, au lieu de l'écurie d'Augias, il va devoir nettoyer autre chose, donc c'est un peu humoristique, mais en même temps, un clin d'œil donc avec les travaux d'Hercule. Et donc toute cette collection, donc, qui ont cette signalétique rouge, c'est du coq à l'âme, donc clin d'œil toujours avec le monde de l'enfant, donc ça peut être humoristique, ça peut être plus sérieux. La troisième collection, je vais vous parler déjà de l'autre, parce que tout ce qui concerne les contes, donc nous on ne fait que les contes traditionnels, mais d'ailleurs. Donc le premier boulot, c'est la collection Patrimoine oral, et on va collecter, enfin je vais collecter, d'ailleurs, les contes de plein de pays du monde. Ça donne un recueil, avec les contes les plus typiques, en général, il y en a 24 à 27. Et la sélection se fait, c'est pas du tout exhaustif, mais il y a le maximum de types de contes. Et après, on choisit la plupart du temps 2 contes parmi les plus connus de la culture. Donc là, je l'ai, celui-là. Donc là, en l'occurrence, celui qui va apparaître seulement en octobre, c'est un conte portugais, parce qu'il y a le recueil des contes de lusophonie, parce qu'il y a à la fois le portugais et le brésil. Donc c'est la poule qui a cru que le ciel était tombé sur la terre. La particularité de cette collection, vous avez toujours le texte en français, mais aussi dans la langue d'origine du conte. Et une partie audio, CD, parce que j'y tiens, parce que les gamins, ils adorent ça, même si les parents ne comprennent plus l'utilité de ce petit engin. Et un QR code, évidemment, pour être dans l'air du temps, où on peut donc écouter les 2 versions à chaque fois. Le portugais, on n'est pas très étonné de la façon dont ça se présente, mais on a aussi les contes du Bhoutan, et là, je ne sais pas si vous voyez, l'écriture, en fait, le bhoutanais, c'est exactement comme du tibétain. Donc là, c'est beaucoup plus surprenant comme écriture, mais bon, c'est fait justement pour découvrir, alors c'est pas du tout pour apprendre une langue, hein, mais c'est à chaque fois pour montrer que de là d'où vient le conte, on écrit et on parle autrement. Donc c'est ouverture sur le monde. À partir de cette collection, on a créé donc une autre 5e collection qui s'appelle Contes BD sans parole. C'est ces contes-là, mais qui s'y prêtent, donc sous forme de BD. Et en fait, il faut réussir à raconter l'histoire rien qu'en feuilletant les images. Donc ça fédère, ça marche aussi très bien. Même maison de retraite, hein, vous les médiathécaires, je ne sais pas si vous avez des gens, vous faites des... Parce que ça leur fait faire exercice de mémoire, se rappeler l'histoire, construction et ainsi de suite. Dernière collection, ça s'appelle Aventure à remonter le temps. Alors, Aventure à remonter le temps, il faut obligatoirement qu'on évoque une période historique précise, mais il y a plein de façons de le faire. Alors il y en a un par exemple, c'est la découverte de l'Égypte ancienne, c'est 2 gamins de maintenant dont les parents adorent les vieilles pierres, donc eux ils les adorent moins, mais ils suivent les parents. Et un jour en Égypte, ils vont suivre un chat, animal symbolique hein, déjà, et ce chat va les emmener, ils vont descendre un escalier et vont se retrouver à l'époque des pharaons. Et là, il y a toute une aventure où tout ce qui se rapporte aux pharaons indéniables, c'est vraiment, ça précise vraiment l'époque, c'est quand même une aventure. Donc, on en a d'autres, hein, sur l'Antiquité, comme ça. On a aussi ce genre de choses. Celui-là, par exemple, est un témoignage sur l'histoire du bal. Donc, avec plein d'animations, voilà, hein, on voit tout le périple, donc c'est une autre façon, toujours dans cette collection. C'est l'histoire vraie, parce que l'auteur, en fait, est l'arrière-petite-fille de quelqu'un qui a été condamné au bagne pour quelque chose que je trouve assez sympa, parce qu'en fait, il a fauché des chèques destinés à l'administration française. Bien sûr, il s'est fait pincer, et donc il a eu droit au bagne. C'est chez Fait mes 5 minutes. Donc voilà, donc ça peut être aussi ce genre d'objet qui raconte vraiment des faits historiques à partir d'une aventure réelle. Voilà, j'ai terminé, et je vous invite donc je suis avec Michel Bon qui est par là, je suis Nathalie Rodriguez, je m'occupe de la maison d'édition Les Petites Allées qui est à Rochefort et qui a comme particularité, entre autres, je suis avec le micro,
qui a comme particularité, entre autres, de travailler avec, d'avoir une imprimerie typographique dans laquelle on travaille, et ce qui permet que toutes nos couvertures de livres soient en typographie traditionnelle. Alors, on est à Rochefort depuis 2008, et depuis 2012, on publie maintenant 4 collections. Les 2 premières se présentent comme ça, c'est des petits livres, tout petits, parce qu'on a une petite imprimerie, on fait petit, mais on fait tout nous-mêmes sur place. Et ces 2 premières collections, l'une s'appelle la première collection, et à peu près maintenant, je ne sais pas, 60 titres, on publie absolument tout ce qui nous passe sous la main et qui nous plaît, c'est-à-dire de la poésie, du contemporain, des auteurs morts, on a fait plein de petits lotis, puis on va en faire d'autres, des choses comme ça, de tout, de la poésie, des livres aussi, des essais, voilà, toujours petit, court, et toujours très beau, évidemment. La deuxième collection qui a le même format que la première, c'est une collection qui s'appelle Océanique, qui propose des auteurs du Pacifique. Pour des raisons historiques, à Rochefort, on a des liens avec le Pacifique, et donc on publie donc ces auteurs contemporains du Pacifique. Volontiers bilingues quand on peut, parce que souvent ils sont anglophones, et donc on fait la traduction, on demande une traduction aussi. La troisième, c'est une collection qui est en hauteur, mais c'est une collection qui est illustrée. Alors il y a des auteurs, il y a des textes pour enfants, mais il y a aussi des textes qui sont plutôt pour adultes. Et en particulier, il y en a pour l'instant 2 et bientôt 3 qui sont des monographies locales. Il y en a une sur Rochefort, une sur Saint-Savinien, et bientôt on en aura une sur l'île d'Aix. Je voulais vous parler plus particulièrement de cette collection qui s'appelle Pour dire une photographie, qui est la plus récente et qui présente, c'est de la littérature. Hein. Et ce sont des textes qui sont écrits par des auteurs à partir d'une photographie qu'on leur propose. On a pour cette collection un directeur de collection qui s'appelle Serge Héroldi, qui a de l'entre-gens et du goût pour la littérature et pour la photographie, qui connaît des gens, qui sait les analyser et savoir à qui demander, à quel auteur demander de parler sur quelle photographie. Et bon, on en est quand même à 30 titres cette année, et c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que ça, c'est les 5 titres parus cette année. Ils sont tous très différents, évidemment. Je ne peux pas vous en parler longuement de chacun. Celui-ci, celui d'Isabelle Sancy, alors, bon, c'est des auteurs qui ont publié plus ou moins, mais quand même toujours avec la reconnaissance qui va avec. C'est des photographes connus. Là, on a en particulier celui, c'est le Talent à la fenêtre, qui est une photographie magnifique de Stéphane Duroy, qui est un grand photographe qui est à l'agence Vue depuis toujours et qui fait un travail extraordinaire de présentation du monde tel qu'il est. C'est assez pessimiste, mais en même temps, comme c'est très humaniste, c'est plein de tendresse, c'est magnifique. Et le texte de Fabien Ribéry, qui est un critique essentiellement de photographie, mais qui s'intéresse aussi beaucoup à la littérature et qui écrit, le texte est vraiment, il est calé, bon, ils sont amis en plus, ça tombe bien, il est vraiment calé sur la philosophie du travail de Stéphane Duroy, c'est très chouette. Ici on a ces 2 livres noirs là qui sont basés sur une photographie à chaque fois d'un photographe qui s'appelle Pierre Dupin et qui travaille avec la technique du collodion humide, qui est une technique épouvantable. Il faut passer des heures à préparer sa plaque, ensuite il faut poser pendant un moment un peu trop long, et puis après il faut préparer la plaque pour qu'elle soit visible. Ça donne une photographie qui est très étrange parce qu'elle semble antique. Et c'est en particulier ça que développe Nicole Caligaris, qui a été beaucoup publié aussi chez des tas de gens. Nicole Caligaris qui parle de la technique et de la modification de la perception que ça lui donne du monde.
Voilà, ici François Garcia, qui est un écrivain bordelais qui a publié beaucoup chez Verdier aussi, qui parle alors là beaucoup des Gitans, parce que ces deux livres ont été faits pendant une résidence d'écriture, enfin ces photographies ont été faites pendant une résidence d'écriture à Mont-de-Marsan, à l'occasion du festival de flamenco de Mont-de-Marsan. Et je crois qu'il faut que j'arrête de parler, mais le vagabondage, là, c'est un texte qui est très émouvant parce qu'il est écrit non pas par un écrivain, mais par un tireur de photographie qui tire les plus grands photographes du monde, mais aussi les plus petits. C'est un garçon qui n'a pas aimé du tout que je le présente comme tireur d'élite, parce que c'est le mot élite qui le gênait, c'était pas la référence aux assassins. Voilà. Je m'appelle Noémie Monnier, je suis l'éditrice du magazine Baïka. Est-ce qu'il y a des bibliothécaires qui connaissent les bibliothécaires qui sont là? Oui. Donc c'est un magazine qu'on a créé, ma collègue et moi, il y a 10 ans. On va fêter nos 10 ans au Salon de Montreuil cette année. Donc on est très fiers, parce que dans la presse jeunesse indépendante, durer 10 ans, c'est déjà une réussite incroyable. C'est un magazine qui s'adresse aux enfants entre 8 et 12 ans. C'est un magazine trimestriel. Et comme vous pouvez le voir, notre ligne éditoriale, c'est des pays. Plus spécifiquement, les cultures étrangères. Donc ce qu'on fait, c'est du travail de vulgarisation auprès des enfants à propos des cultures étrangères. Le but du projet, quand on l'a créé, c'était de trouver un moyen, un support pour donner la parole à des enfants qui sont nés dans d'autres pays, qui se sont installés en France. L'idée, ce matin, il y a des enfants dans une intervention scolaire ici qui m'ont demandé mais pourquoi vous rencontrez des enfants et pas des adultes? Je trouvais que la question était super. L'idée, c'était de provoquer un processus d'identification auprès de nos lecteurs, que ce soit un enfant qui lise la parole d'un enfant qui vient d'ailleurs, dans le but de travailler sur la vision de l'étranger auprès du public français aujourd'hui. Et donc on a conçu chaque Baïka autour de la rencontre avec un enfant, donc du pays, natif du pays et immigré en France aujourd'hui. Et autour de ce contenu-là, qui prend la forme d'une interview, on a enrichi notre propos de plein d'autres formats. Donc chaque Baïka se compose d'une 50aine de pages et est conçu comme un petit guide culturel sur un pays pour les enfants. Donc à l'intérieur, il y a à peu près une dizaine de formats différents. Il y a des contes et légendes, comme ma collègue, des contes et légendes d'ailleurs, qui sont donc pas des textes de création contemporaine, mais des contes traditionnels. Donc c'est par exemple ce type de pages, pour lesquelles on travaille avec des illustratrices contemporaines. Pardon, je me suis perdue. Donc on a enrichi l'interview des enfants avec cette partie mythes et légendes, qui est la première rubrique et qui permet aux enfants d'entrer dans la culture de façon très ludique et simple au début. Et ensuite, il y a tout un gros dossier documentaire centré sur l'interview de l'enfant, dans lequel on va avoir des articles sur la faune, la flore, certaines traditions, les langues. On parle beaucoup de langues dans Baïka. On a trouvé des formats les plus ludiques possibles pour apporter toutes ces connaissances aux enfants. Par exemple, là, ça fait quelques temps qu'on fait une double page de BD pour présenter l'expression idiomatique du pays rigolote et pour l'expliquer aux enfants. Donc ça ressemble avec une illustratrice, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui s'appelle Laura Lyon, qui publie chez Sarbacane, que j'adore, qui est très rigolote, qui fait ce genre de choses. Donc on a une dizaine de formats différents avec aussi des recettes de cuisine. On travaille avec des enfants, au-delà de l'enfant qu'on interviewe, on travaille aussi avec des classes, avec des scolaires du pays. Par exemple, dans le numéro Indonésie, qui est celui qui paraît ce mois-ci, on a travaillé avec une école de Jakarta, sur l'île de Java, et les enfants nous ont écrit des textes que vous retrouverez dans le magazine. Pour le magazine sur la Tunisie aussi, on a travaillé avec une école près de Tunis, dans la banlieue de Tunis, et les enfants ont écrit avec leurs enseignants des articles sur certains paysages naturels protégés par l'UNESCO en Tunisie. Donc vous allez retrouver vraiment plein de formats différents, l'idée étant d'avoir une proposition la plus riche possible pour donner envie aux enfants d'en savoir plus sur cette culture-là, en mettant toujours au centre de notre travail des rencontres avec des vrais gens. Donc à chaque fois on interviewe un enfant, on interviewe aussi un adulte du pays sur son métier. C'est la rubrique dans laquelle on présente un métier, ce que font beaucoup de magazines jeunesse, mais nous à chaque fois c'est un métier lié à cette culture-là, et on interviewe pour ce faire un adulte natif du pays.
Donc notre travail est vraiment centré et le plus incarné possible. Voilà. On fait découvrir une culture, mais à travers la parole de vraies personnes. C'est un magazine qu'on vend sur abonnement, bien sûr, donc aux bibliothèques, aux écoles, aux collèges. Donc comme on est sur la tranche d'âge 8-12 ans, on s'adresse autant aux grands élémentaires qu'aux jeunes collégiens. Et on vend aussi toute la collection, comme des livres, pays par pays, numéro par numéro. Donc même aux bibliothèques. Il y a pas mal de bibliothèques maintenant qui me disent qu'elles le mettent pas en presse, mais qu'elles le mettent en doc, en rayon géographie. Je crois que c'est le code 700 quelque chose, c'est mieux que moi. Voilà, merci. Et en fait, elles s'abonnent pas forcément, parce que je sais que les abonnements périodiques, c'est hyper compliqué pour les bibliothèques, mais elles vont parfois juste compléter leur collection géographie en achetant pays par pays. Sachant que nous, on prête beaucoup d'attention à ne pas faire doublon avec ce que font nos collègues dans l'édition jeunesse, et donc on va aussi traiter de pays sur lesquels il n'y a rien du tout. Par exemple, on a fait un numéro sur la Namibie, même le numéro sur la Tunisie en documentaire pour les enfants francophones, vous ne trouverez pas grand-chose sur la Tunisie. Il y a énormément de pays sur lesquels il n'y a pas de support pour les enfants. Voilà, donc nous on essaie. Ok. Voilà. Je serai à votre disposition tout à l'heure pour en discuter. J'ai mis dans les sacs des bibliothécaires des exemplaires de l'AICA. Vous ne pourrez pas choisir votre pays, j'ai mis au pif. Et j'ai mis aussi le catalogue de tout ce qu'on fait en éducation artistique et culturelle dans les villes. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, je suis à votre disposition. Donc je suis Cécile, je représente les éditions Il était un bouquin qui ont fêté cet été leurs 12 ans. Nous sommes basés en Dordogne, entre Bordeaux et Périgueux, à Menton-Ménestérol. Nous faisons de la littérature pour toute la famille, avec un gros blog jeunesse. Et ce soir, je vous présente 2 ouvrages qui paraîtront au 1er novembre et qui sont classés en ado young adulte. Alors, ce sont 2 ouvrages que je ne conseille qu'à partir de 15 ans, lycée, pour la raison simple qu'il y a des scènes qui peuvent être assez choquantes, en tout cas psychologiquement difficiles, donc je les déconseille à un public collégien. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais j'aime bien avertir quand même les lecteurs là-dessus. Alors, le premier ouvrage, c'est Insulae, qui est ici. C'est le dernier tome d'une trilogie qui a été écrite par Savina Lenoble, qui est une jeune autrice belge, et qui est professeure de français lettres classiques en Belgique, et qui s'est inspirée de l'Antiquité pour créer une nouvelle dystopie. Donc, on suit une jeune femme qui s'appelle Aura, qui grandit dans une société hyper moderne, hyper technologique, où elle est fille de sénateurs, hyper puissante, très riche. Elle grandit sous les yeux de toute l'île artificielle, donc elle est très belle, adulée, tout le monde la connaît par cœur, en tout cas tout le monde pense la connaître par cœur. Et cette jeune femme va être envoyée en tant qu'ambassadrice de la cité sur une île qui est à l'opposé de celle dans laquelle elle a grandi. Et donc là, elle découvre une société matriarcale avec une reine au pouvoir. C'est une société hyper traditionnelle où ils vont un culte à la fertilité, sachant que dans la société d'Aura, les femmes ne peuvent plus procréer sous risque de mourir. Donc on élève des bébés dans des cliniques artificielles. Donc on a volé ce pouvoir-là aux femmes. Et donc Aura va devoir choisir, puisqu'en tant qu'ambassadrice, elle doit éviter la guerre entre les 2 cités, entre toutes les raisons diplomatiques qui l'emmènent là, la fidélité à sa famille, à son clan, à son peuple, mais en même temps dans une idée de justice, parce qu'elle va découvrir que l'île dans laquelle elle vit menace terriblement les archipels volcaniques, et il va falloir qu'elle choisisse son camp. Donc on est un petit peu dans l'esprit des Hunger Games, sauf qu'on a une jeune femme qui a tout pour elle et qui va devoir finalement basculer de camp, ou en tout cas choisir le bon camp. C'est une réflexion qui est très intéressante sur la politique. On découvre plusieurs sociétés, plusieurs fonctionnements politiques qui sont différents et qui entrent en conflit. C'est une question intéressante aussi sur les relations hommes-femmes et les pouvoirs, quelle place on donne aux femmes dans nos sociétés, sur le contrôle des corps, sur la justice sociale, et question de richesse, de répartition de richesse. Donc, c'est un récit qui est très très riche. Et le tome 3 vient clôturer toute l'aventure de ces différentes îles et des différents pouvoirs, notamment par un conflit qui devient plus dur. Donc voilà, ça c'est la série Soleil. Et deuxième ouvrage, on est sur Lilith.
d'Armelle Dufaux, qui, elle, est une jeune comédienne, artiste, qui vit à Bordeaux et qui est disponible donc, dans le sud-ouest pour se déplacer pour des animations, des rencontres en librairie ou en bibliothèque. Donc là, c'est le deuxième tome, même si c'est pas vraiment une biologie, ce sont 2 tomes indépendants, mais on garde le même esprit. Donc dans le premier tome, Lilith, on est sur ce personnage-là féminin, qui dans la mythologie biblique est la première femme d'Adam, mais qui est quand même une démone. Donc l'autrice s'est posé la question, comment on peut passer de un personnage égalitaire d'Adam, qui a été fondé comme la première femme, et qui était son égale, à une démone qui est un petit peu balancée dans la culture biblique, comme attention, ces passages, Lilith va venir dans tes pires cauchemars et tu ne pourras plus dormir. Et donc elle a décidé de créer une jeunesse à ce personnage. Et donc Lilith grandit dans une société où tout est hyper cadré, hyper contrôlé, pas de couleur, pas de désir, pas d'émotions fortes. Et elle est très différente. C'est une jeune femme qui a plein d'envie, qui est passionnée, qui a des formes. Et donc forcément, elle va détonner dans ce monde-là, elle va se chercher et elle va mal le vivre et elle va subir des violences et être récupérée par une rébellion. Donc on est vraiment sur l'histoire cernée autour de ce personnage et la question de la liberté, de l'expression des sentiments, du contrôle des corps, du contrôle des pensées même. Donc c'est un récit qui est très intéressant pour les ados et les jeunes adultes qui posent des questions qui sont très modernes malgré le concept biblique. Et donc l'autrice a décidé, donc le livre se termine à la fin l'histoire se termine à la fin du livre, et l'autrice a décidé 3 ans après d'écrire une nouvelle histoire, et donc Lilith sert d'héritage à 2 jeunes femmes qui grandissent sans vraiment se connaître et qui sont face à 2 destins. Donc une qui est un peu le souffre-douleur de sa mère et qui n'arrive pas à exprimer son talent, et l'autre qui au contraire on lui a menti toute sa vie et qui va découvrir une espèce de pouvoir et qui elle est vraiment. Voilà. Donc là on est plus sur les relations familiales entre les sœurs, avec les mères, sur les mensonges, sur ce qu'on dit en pensant faire bien encadrer son enfant ou pas. Donc on est sur des livres qui sont assez forts, puissants, qui correspondent à des questionnements adolescents et jeunes adultes et qui fonctionnent très bien avec ce public-là. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, je suis Sophie Gallo-Salva, des éditions Les Petites Moustaches. C'est un peu impressionnant, je vois beaucoup de monde. Donc, je vais vous parler de notre nouveauté 2025. En fait, on va sortir qu'un livre en 2025 qui est un roman qui s'appelle Grive, qui est un roman dont je n'ai jamais parlé, donc c'est pas évident. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est au collège, qui s'appelle Bérénice, qui est couverte de taches de rousseur et qui est rousse et qui est prise un petit peu... qui a subi une sorte de harcèlement parce qu'une photographie de son dos couverte de taches de rousseur va circuler dans le collège. Et l'auteur a choisi de raconter une façon un peu originale de sortir du harcèlement grâce à un projet sur l'art qu'elle va monter, enfin, c'est pas elle qui va le monter, mais elle va participer avec d'autres élèves du collège qui ont tous une particularité physique. Donc voilà, c'est une façon de se focaliser sur autre chose. Voilà, j'en parle très mal, donc c'est la première fois que j'en parle, donc soyez indulgents. Donc ça, c'est la nouveauté 2025. Et sinon, je vais revenir sur les parutions de 2024. Donc, je n'ai pas dit, pour ceux qui ne connaissent pas, Les Petites Moustaches Éditions, c'est une maison d'édition dont la ligne éditoriale tourne autour du roman à partir de 9 ans et du roman adolescent, avec des textes plutôt écrits qui permettent aux adultes de les lire sans s'ennuyer et de traverser les âges. Voilà. On essaie de ne pas entrer dans trop de cases, si ce n'est par certains sujets. Je vais commencer par Christian Dior. Alors Christian Dior, c'est le dernier titre de notre collection sur les grands couturiers qui s'appelle Les Petites Histoires de la mode. Et qui ne s'adresse pas forcément à des jeunes en fait. Donc on est une maison d'édition jeunesse, mais pas que. On fait aussi des éditions sur des livres sur les grands couturiers. Donc rapidement, ce sont des livres qui se présentent toujours sous la même forme. On prend un grand couturier, on va raconter un épisode de son enfance dans un roman court qui fait 5-6 chapitres et qui est illustré en noir par l'une des illustratrices qui travaille avec nous sur la collection. Ensuite, on fait une partie biographie sous forme de questions-réponses
pour que ce ne soit pas trop barbant et qu'on arrive à balayer tous les grands événements de la vie professionnelle et personnelle du grand couturier. Et à la fin, on a choisi de montrer la mode, non pas par des photos, mais par des silhouettes. Donc là, les illustratrices vont s'inspirer de photographies et de dessins d'époque qu'elles retravaillent après avec leur propre style. On a 2 illustratrices pour l'instant sur cette, je ne sais pas si vous voyez bien, sur cette collection. Bref, voilà. C'est très beau, je vous invite à venir les voir tout à l'heure dans la salle là-bas. Donc ça, voilà. Après, je vais revenir sur, je vais faire un peu les trucs dans n'importe quel sens. Le petit chien et la danseuse, c'est un livre pour des enfants à partir de 8-9 ans, bon lecteur, et qui va raconter l'histoire d'un chien qui est très malheureux chez lui, qui s'échappe, il habite à Paris dans le 9e, à côté de l'opéra, et il va être recueilli par une danseuse étoile qui sort du ballet, qui craque complètement sur ce petit chien, qui va l'amener chez elle, qui va l'adopter et qui va l'amener avec elle à l'opéra tous les jours, pendant les répétitions, pendant les cours, même pendant les ballets. Et on découvre en fait, et c'est une histoire qui est assez vraie, que toutes les danseuses de l'Opéra de Paris ont un chien qu'elles amènent à l'opéra. Donc en fait, l'Opéra de Paris, on ne le sait pas, mais dans les coulisses, c'est un chemin. Et donc il se passe plein de choses. Voilà, il y a ceux qui s'aiment bien, ceux qui s'aiment pas bien, il y a des histoires, ils se promènent du sous-sol jusqu'au toit de l'opéra. On va rencontrer aussi l'apiculteur et les ruches de l'opéra. Enfin, on fait un tour de l'opéra complet en s'amusant. Et c'est un texte qui est écrit par une ex-journaliste spécialiste de la danseuse romantique du XXe siècle, qui est très précis, qui connaît l'opéra comme sa poche. Donc tout ce qu'elle raconte en général, ça vient d'une histoire qui existe. Voilà, c'était pour faire vite. Et rapidement, une nouvelle collection qu'on a sortie en 2024 qui part d'un fait réel, d'une histoire vraie qui se passe chez moi. Donc j'habite dans une maison, je suis à Bordeaux, la maison d'édition est à Bordeaux, j'habite dans une maison ancienne et depuis 8 ans, chaque soir à 22h24, la porte d'entrée émet un bruit. Véronique, elle craque tous les soirs, quand l'heure passe à 22h24, ça craque. Donc c'est une histoire qu'on raconte en général en fin de soirée, quand les enfants sont couchés. Et j'en ai parlé à certains de mes auteurs qui se sont pris de je ne sais quoi, l'engrenage du cerveau s'est mis en route. Et qui m'ont offert ces 2 textes en fait, pour lancer la collection. Dans la collection, la porte d'entrée des protagonistes craque chaque soir à 22h24, mais on est dans des milieux très différents que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de les écouter tout à l'heure. Je vous remercie. Bonsoir, je suis Bérangère Pont des éditions Lire des Marges. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison d'édition, nous publions de la littérature générale dans toute sa diversité, romans, récits, nouvelles, poésie et un peu de théâtre aussi de temps en temps. Voilà, alors ce soir je vais vous présenter 2 livres, en commençant par celui-ci qui est sorti en mai, qui s'intitule J'écris dans les franges, c'est un beau livre que nous avons coédité avec le Musée de la Création Franche. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la Création Franche, je vous invite d'abord à le découvrir et à le visiter quand il ouvrira ses portes en 2026. C'est un musée consacré à l'art brut et qui rassemble une collection de 20 000 œuvres d'art brut ou apparenté. Et donc il se situe, je ne sais pas si je l'ai dit, à Bègue, voilà, à côté de moi. Donc J'écris dans les franges, c'est un ouvrage collectif composé de textes inédits, accompagnés des reproductions qui les ont inspirés. Et c'est un ouvrage imaginé sur le modèle de la carte blanche. Nous avons proposé à 7 auteurs et autrices déjà publiés dans la maison d'édition. Alors je vais quand même les citer, je ne sais pas où ils sont là, mais quand même. Lydie Salvert, Sophie Coiffier, Derek Munn, Patrice Luché, Juliette Keating, ici présente, et Jean-Paul Angélibert et Éric Chevrance. Nous leur avons proposé de déambuler dans les réserves du Musée de la Création Franche, et là, ils ont découvert des œuvres et surtout des dispositifs de création singuliers.
par-delà leur diversité, par-delà la diversité des œuvres de la création franche, souvent, en fait, ces œuvres proposent une représentation du monde qui questionne l'ordre établi. Et leurs créateurs et créatrices ont en commun d'être souvent autodidactes, mais aussi d'avoir des vies bousculées, traversées par la précarité et parfois par la maladie mentale. Pour chaque auteur, chaque œuvre choisie, souvent en écho à son propre travail, en fait, s'est transformée en matière à écrire, chacun empruntant librement les chemins de la fiction, de la critique, de la poésie, de la biographie et souvent de l'inclassable. Et je crois que le plus simple, en fait, pour découvrir ce livre, c'est de venir le feuilleter sur la table, pour découvrir les œuvres, et puis découvrir les textes. Ils sont tous très différents, très singuliers. Je pense que ce sera effectivement le plus simple. Et puis comme je pense que vous avez hâte aussi d'aller boire un verre, d'aller découvrir le livre, je vais faire vite. Je passe au second livre, qui s'appelle Code Camille, qui s'intitule Code Camille et qui paraîtra dans quelques jours. C'est un roman de Sophie Rabault. Sophie Rabault, vous avez déjà peut-être découvert ses livres. Elle a notamment publié des essais fictionnels chez Anacarsis et des romans biographiques aux éditions Pérégrine, l'un des derniers qui s'appelait Lady Di, il me semble. Alors Code Camille, c'est un roman d'apprentissage. C'est un roman à la fois drôle, tendre et décalé sur l'adolescence. Camille, c'est une jeune fille qui entre en 3e dans un collège d'une petite ville qui s'appelle Bleu-sur-Douze, petite ville qui se situe pas très loin de Bordeaux, en fait. Être amoureuse de ses profs, c'est normalement un truc de bon élève. C'est un truc qui arrive souvent. Mais Camille n'est pas bonne élève, sauf en informatique. Et Camille, d'habitude, n'est pas amoureuse de ses profs, sauf de Madame Marchand, sa prof de français, et elle est amoureuse d'elle depuis qu'elle est en 6e. Donc si vous comptez bien, c'est quand même la 4e année. Comment ça fait? Et comme maintenant Camille est en 3e, et ben voilà, ça dure. Et comme elle le dit au début du roman, et ça c'est très important, les profs n'ont pas le droit d'être amoureuses de leurs élèves, mais d'après ce qu'elle sait, le contraire, ce n'est pas interdit. Et donc cette année, Camille, elle a décidé de déclarer son amour, elle se lance, elle se jette à l'eau et elle a un plan. Car Madame Marchand l'a chargée en fait de numériser les textes au programme de l'année de 3e et qui vont être étudiés en classe. Et au fil des mois, comme se déroule le programme de l'année de 3e, eh bien Camille, elle va truffer les textes de Corneille, Montaigne, Baudelaire, Sandrars et d'une certaine Patricia Orlando. J'imagine que vous connaissez tous très bien l'œuvre de Patricia Orlando. Donc Camille va truffer tous ces textes de déclarations d'amour plus ou moins explicites, en imitant le style des écrivains et des écrivaines, et en s'inspirant du codage informatique. Grande question, Camille réussira-t-elle à persuader Madame Marchand de venir se promener avec elle sur les bords de la rivière pour y parler d'amour? La rivière s'appelle la Douze. Vous vous doutez bien que non, et c'est heureux, car sa prof de français, elle a bien d'autres préoccupations. Bien sûr, les différents échecs des déclarations de Camille et les malentendus qui en découlent constituent les ressorts comiques de l'histoire, mais de texte en texte, et au fil des mois, Camille grandit, se prend au jeu de la poésie et d'une certaine manière apprend à aimer. Allez, je termine très vite sur ma vessie. Si Code Camille est une fiction divertissante, vous l'aurez compris, elle est moins légère qu'elle y paraît. Même si, et c'est important, l'homosexualité des deux personnages, de l'élève et de sa prof, ne constitue pas un sujet en soi. Mais à l'heure où il n'est toujours pas facile d'être différent, surtout au collège, Sophie Rabault se demande comment on fait quand le désir LGBT se combine avec un désir interdit pour l'adulte. Sophie Rabault alterne le point de vue de l'adulte et celui de l'adolescente, et elle montre la complexité et les malentendus de cette première expérience amoureuse. Et en jouant avec les codes du roman jeunesse, ça c'est important, tout en s'adressant aux adultes, Sophie Rabault détourne la forme du manuel scolaire pour en faire un roman d'apprentissage, une éducation littéraire et sentimentale d'aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention.